Patrice Bergeron qui nous fait le plaisir et l'honneur de présider la Société française d'orthodontie pédiatrique. Merci Guillaume, merci à tous les participants. C'est vraiment agréable de voir qu'on a toujours l'impression d'être seul et que beaucoup de personnes partagent les mêmes idées, ont les mêmes réflexions et qu'on se retrouve tous ensemble à travers l'orthodontie pédiatrique. C'est vraiment un plaisir et je vous avoue qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai encore beaucoup appris et c'était un panel de discussion remarquable. Alors bien sûr, tout commence peut-être par un diagnostic et là, je voudrais aujourd'hui m'attacher sur cette conférence sur un diagnostic et sur une méthodologie. C'est comment essayer de récupérer le maximum de signes dans un ordre logique pour différentes raisons. D'abord parce que j'ai eu beaucoup de collaborateurs, beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi et qu'il a fallu que je trouve des moyens de leur inculquer cette orthodontie pédiatrique et ces notions que j'avais eues à l'université mais qui n'étaient pas organisées d'une façon qui leur permettait assez vite d'intégrer ces notions. Donc, je vais vous partager cette méthodologie et à travers cette méthodologie, bien sûr, un logiciel. Alors, pourquoi un logiciel? Parce que finalement, moi-même, j'utilise ce logiciel dans mes cabinets depuis 12 ans pour tous les patients. C'est un logiciel qui était privé, qui aujourd'hui est commercialisé. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il est commercialisé par ma société, mais que cette conférence a pas que vocation de montrer le logiciel, et surtout de vous montrer la méthodologie, mais quand même, parce qu'on me l'a demandé depuis des années, et je sais que certains orthodontistes, depuis plus de 5 ans, me demandent de l'avoir. Aujourd'hui, on a décidé de le rendre accessible pour ceux qui le souhaitent. Donc, alors, je vais répondre moi aussi à la question qui est sur mon ordinateur. Donc, bien sûr, dans le diagnostic, on parle souvent de l'articulé inversé, la B11, la classe 2, la classe 3, la DDM, le sourire gingival. Mais finalement, comment aller plus loin? Comment aller plus loin? Pourquoi? Parce que si on réfléchit à l'orthodontie pédiatrique, en fait, on a une recherche d'antécédents médicaux, une sémiologie, donc ces signes cliniques qu'on a bien vus et qu'on a bien compris lors des conférences précédentes. Et ensuite, on a un examen clinique, des examens complémentaires qui vont déterminer le diagnostic et le plan de traitement. Et réellement, selon mes études, ce que j'ai bien compris, c'est que finalement, le diagnostic et le plan de traitement, le diagnostic, lui, représentait 70% de la thérapeutique globale et que l'appareillage, à la fin, ne représentait que 5%. Et que finalement, beaucoup de conférences sont des signes sémiologiques pour essayer d'avancer, qu'ils soient au niveau myofonctionnel ou au niveau des dysmorphoses. Alors, bien sûr, l'orthodontie que j'ai appris, c'était sur la céphalométrie et l'étude de moulage. Mais comme le dira aussi Isabelle Finoza demain, et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la santé en globalité, la santé d'un enfant, on voit que la santé est un état de bien-être physique, mental, social, ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, on dit bien une absence de maladie ou d'infirmité et un état de bien-être physique, mental et social. Et je pense que tout ça, on a bien compris que c'est quelque chose qu'on peut apporter aux enfants. Alors, à travers ce software et ce thème de la conférence, on va parler aussi d'un petit peu d'orthodontie digitale. C'est presque un gros mot des fois. Les gens parlent de numérique, de digitalisation, de changement de la profession. Non, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est les informations et le nombre de données, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, et à travers l'orthodontie pédiatrique et les conférences, l'occlusion elle-même n'est plus suffisante et qu'on va bien au-delà de l'équilibre et de la santé, parce que c'est un être humain qui nous est confié et pas juste un moulage. Alors, juste quelques mots sur l'orthodontie digitale ou bien certains numériques. Qu'est-ce qui s'est passé? Essentiellement de la dématérialisation des supports physiques, c'est-à-dire que les plâtres et les radios sont remplacés par des modèles images informatiques, ce qui permet des mesures plus précises et un stockage plus rapide, et même dans l'engrammation cérébrale, la possibilité d'avoir les documents en une fois. Ensuite, on a des setups orthodontiques numériques. Donc là, souvent, ça a été utilisé pour déplacer les dents et on a confondu la ligneur et l'orthodontie numérique. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Le fait de pouvoir faire un setup du déplacement des dents permet une meilleure précision du plan de traitement, mais aussi vous verrez que le visage et le visage en globalité est très important. Alors bien sûr, on fait une programmation dans le plan du déplacement et ce n'est qu'une aide à la fabrication des appareillages numériques qui seront plus précis et vous verrez que l'orthodontie pédiatrique évoluera aussi grâce à l'orthodontie digitale. Alors là, c'est mon premier cabinet dentaire que j'avais fait à Bandol en 1998, sur le port de Bandol. J'avais créé ce cabinet et voilà comment je faisais mes diagnostics. Je donnais un deuxième rendez-vous au patient et j'avais sur l'arrière une liste de moulage et des radiographies sur lesquelles je faisais des tracés. Alors, bien évidemment, la problématique à cette époque-là, c'est que
on doit se souvenir du patient, mais on n'avait plus le patient. C'était les données qui nous permettaient de faire le diagnostic. Alors, bien sûr, ça a évolué car les moulages en plâtre, enfin, en tout cas, dans mon cabinet depuis 10 ans, sont remplacés par des setups informatiques et que ces tracés céphalométriques qui étaient faits avec du papier calque, des compas pour calculer les angles, est remplacé aujourd'hui par une céphalométrie numérique qui est plus précise, dans laquelle on peut intégrer aussi les visages pour donner un aspect plus compréhensible au niveau du patient. On a vu tout ça. Mais c'est aussi en fait l'avantage du calcul informatique et du calcul mathématique qui nous permet d'être plus vite et d'aller plus précis. Si on essaie de comprendre, par exemple, le calcul mental, et ça va rejoindre les neurosciences, et je remercie Patrick de ses choix et la direction dans laquelle il prend, bah, le record du monde en fait de calcul mathématique a été fait par Alexis Lemaître en trouvant la racine 13e d'un nombre de 200 chiffres en 2005. Mais si vous regardez bien, il a éliminé 738 propositions et essuyé 3 échecs. Au total, l'épreuve a duré 48 minutes et 51 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau a une capacité de calcul, mais en orthodontie pédiatrique et en orthodontie, aujourd'hui, il faut prendre énormément de données. Et le but, en fait, de l'organisation et du logiciel que j'ai mis en place, mais qui, encore une fois, vous allez voir dans cette conférence, le but est de l'organisation, le logiciel est juste là pour la mathématiser, la mettre en place, c'est d'essayer de louper aucun signe. Et pour ça, c'est d'en détecter une méthodologie qui est claire et qui est explicite. Alors, pour cette méthodologie, je vais utiliser des photos et des radiographies sur lesquelles on va s'arrêter étape par étape pour expliquer d'abord au patient quel est l'intérêt sur le visage de l'enfant de ce qui se passe, ensuite dans son sourire, sur son occlusion, sur ses arcades, sur sa langue, sur sa physiologie, sur sa radiographie, sur sa panoramique, sur sa télé. On va essayer de lui montrer et d'avoir aussi un système de communication clair, didactique. Mais en dehors de tout ça, vous allez comprendre qu'à partir du moment où on a fait un diagnostic, c'est une raison évidente pour moi de dire que si on a fait un diagnostic, on doit proposer un plan de traitement. Il est impossible de faire un diagnostic après ce que vous aurez vu sur ces photos-là et de dire à un patient il faut attendre. C'est pas possible. On peut lui proposer, on peut trouver qu'il n'y a pas d'indication psychologique ou d'autres, mais on doit proposer. Donc la première photo que je vais étudier, c'est la photo de face et ce que j'appelle le masque facial, c'est-à-dire l'équilibre des 3 étages. Donc on verra comment je le mesure, mais avant de voir ce logiciel, ces outils de mesure, c'est pourquoi j'en suis arrivé à cette discussion et pourquoi j'ai voulu. Alors souvent, quand on parle du visage, on parle de rotation. On dit il a le visage diminué parce qu'il y a la rotation antérieure ou la rotation postérieure de Björk. Il faut bien voir que tout ça ne sont que des directions de croissance, c'est-à-dire que la rotation antérieure va avoir tendance à diminuer le visage, elle va pas avoir tendance à l'augmenter. Mais s'il a un visage augmenté, la rotation antérieure peut améliorer l'équilibre architectural de la face. Donc, je m'explique. Si on regarde l'Antiquité grecque ou les livres de dessin ou le vieillissement, vous verrez que dans toute la littérature d'art ou de gens qui dessinent, les 3 étages sont toujours une base architecturale à la compréhension. Et nous, quand on parle de long face syndrome ou de changement, bah, c'est juste ici sur un dessin, vous voyez, où j'ai raccourci l'étage inférieur, où je l'ai augmenté. Et finalement, ben, tout ça, nous savons que c'est un signe sur le visage, mais c'est un signe aussi de dysmorphose, de disharmonie, de dysfonction globale qui est derrière dedans. Alors, je prends toujours, vous allez voir un peu de photos de mode, d'esthétique. Pour moi, il n'y a pas d'esthétique, il n'y a pas de fonction, tout est lié. Un visage doit trouver une harmonie individuelle. On n'est pas là pour faire des canons d'esthétique, on n'est pas là pour mettre les gens dans des chiffres. Et je partage les idées de Delair et de mon maître, qui est Karl Doual à l'Université de Lille. Moi, j'ai une thèse sur la langue, un mémoire de physiologie orofaciale et un mémoire d'embryologie crânio-faciale. Et je recherche toujours l'équilibre individuel, ce qui est difficile, mais la beauté, elle est unique, elle est individuelle et elle est écrite dans un certain équilibre. Donc cet équilibre des 3 étages, il se retrouve sur les photos de mode. Et si on regarde ici le plus beau visage du monde de 2020, vous allez voir, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je pourrais, sur ce visage, rester avec vous 2 heures et le décortiquer dans le détail. Mais c'est sûr que les problèmes fonctionnels, les problèmes morphologiques, s'ils y étaient, ils se verraient et ils seraient possibles. Et on voit que cette harmonie des 3 étages existe aussi. Donc, j'avais résumé ça sur 7 articles dans une revue sur les différents étages qu'on avait modifiés. Et vous voyez, à un moment, j'écrase le front, j'écrase le visage et je montre la disharmonie que ça peut créer. Mais tout ça, c'est lié aussi à un système fonctionnel, c'est-à-dire que, et là, on voit bien sur cette coupe anatomique que la mâchoire du bas, c'est la mâchoire où la langue se met. On comprend que la langue, elle devrait
appuyer sur le maxillaire, sur le développement, ça a été bien mis, mais qu'aussi ces organes fonctionnels doivent se relayer au niveau des dents. Et la mastication étant relativement proche de l'œil et du cerveau, on a tout un système d'amortissement et tous ces muscles. Donc, c'est vraiment une sorte d'harmonie qui se met en place. Et c'est notre rôle de la réorienter, de recréer une harmonie. Et c'est le métier de l'orthodontiste, d'ailleurs, qu'il soit orthopédiste pédiatrique ou autre, c'est de faire un diagnostic de dysmorphose et de proposer des thérapeutiques et, comme on a vu, qu'elles soient plus courtes. Alors, pour revenir au logiciel qui va essayer de mettre en place, alors je vais juste vérifier que mon écran est bien partagé, mais je pense qu'il est partagé. Donc, en fait, dans le logiciel, je prends les photos, donc des photos classiques des enfants, je les catégorise, je leur dis un nom. Vous voyez, là, c'est la photo face sourire, la photo de profil. Donc, ce qui me permet, en fait, d'abord d'avoir le nom du patient, d'avoir les données et de les organiser pour pouvoir les voir toujours dans le même ordre. C'est très important au niveau de la présentation de l'avoir dans un ordre précis. Quand je commence, je vois d'abord la photo, après je me fais une petite idée de différentes photos de l'image du patient, de ce qu'il a, et ensuite, une fois que j'ai fait cette étape, je vais passer euh, euh, point par point pour mesurer le visage du patient. Donc, en même temps, je vais montrer à la maman ou aux parents. Vous voyez, donc là, je vois l'hypercontact labial, je vois les visages. Donc, je vais commencer par l'étage supérieur, l'étage inférieur, et je vais tout doucement avoir les chiffres, puisque le logiciel va calculer si on a une harmonie, une diminution de l'étage inférieur. Là, dans ce cas-là, on pourrait dire finalement, on a un hypercontact labial, et je suis d'accord avec certains sur les lèvres, le fonctionnement, la crispation des lèvres qui sont liées d'une disharmonie. Mais en fait, avec des points assez simples que le patient comprend et qui peut voir, je lui montre en fait si on a une harmonie, une disharmonie. Donc, immédiatement, et ça c'est la force de l'outil informatique, c'est qu'il va calculer les données et que ces Oui, points, si je vais les voir, Patrice, tu oui, m'entends? On ne voit pas on ne voit plus les slides passer et on ne voit pas le logiciel que tu es en train de montrer. bon, ok, vous voyez là? Voilà, magnifique, c'est bon. Ok, donc je reviens juste dessus. Euh, donc ici, on va mettre les points sur le visage. Donc une fois qu'on va mettre les points qui sont redéplaçables les uns après les autres, euh, en fait, on va avoir directement les mesures qui vont s'afficher et on va pouvoir déjà expliquer aux parents qu'il y a peut-être une diminution et qu'il y a peut-être une tendance à la disharmonie. Mais on va pas utiliser les points. Là, vous voyez, par exemple, je raccourcis, vous allez voir que les chiffres changent immédiatement et qu'on va dire qu'il y a une diminution d'étage inférieur, une augmentation, et que du côté droit, vous allez voir qu'on va écrire en même temps un diagnostic qui est normodivergent, hyperdivergent, hypodivergent, qui va nous servir non seulement au compte rendu, mais immédiatement, si le diagnostic est une hypodivergence, on va nous proposer des propositions de traitement. C'est-à-dire, là, on va dire qu'il est hypodivergent. Est-ce que vous voulez égresser les molaires du haut et du bas, que les molaires du haut, que les molaires du bas? Donc, on va en fait avoir un outil qui va aider d'abord l'orthodontiste, puisque même moi, souvent des fois, mes collaborateurs me disent, Patrice, tu as oublié quelque chose, ou là, tu n'as pas vu quelque chose. C'est vrai, il y a beaucoup d'informations à regarder chez un enfant. Et si elles sont organisées step by step, il est beaucoup plus facile de les voir. Donc, ce masque facial qui a un intérêt, euh, alors, oh, ce masque facial qui a un intérêt morphologique et qui va permettre de voir au niveau du visage du patient. Alors, la face sourire, donc, vous voyez, je commence toujours, en fait, dans le visage. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un diagnostic, hyperdivergence, augmentation, hypodivergence. Et on a bien vu dans la respiration, dans tout, que finalement, ça a des conséquences. D'ailleurs, ça a des conséquences aussi sur les cernes et sur le fait que le patient, quand il est cerné et qu'il respire pas, il crée ces problématiques. Alors, la face sourire, c'est aussi, c'est aussi une notion, et encore, je parle d'Isabelle Filiosa, de bien-être et tout. Je dis pourquoi il faut attendre pour sourire, pourquoi il faut attendre pour avoir des beaux sourires. Et puis finalement, comment en fait on, on peut en même temps gérer la fonction, l'esthétique, l'harmonie morphologique dysmorphose. Alors, ça, ces articles que j'avais écrits, c'est Bucaya qui disait la bouche est un théâtre dont l'attrait réside autant dans le jeu des rideaux que dans les tableaux qui la composent. Et j'aime cette sensation de dire que finalement, la bouche presque doit être remplie de dents, pas pour une raison esthétique, c'est pour une raison morphologique,
parce que la mandibule, d'abord, quand vous ouvrez la bouche, elle glisse, le maxillaire est un couvercle qui doit recouvrir. Et si finalement on avait un vide dans cette partie-là, c'est souvent un signe de disharmonie, de dysmorphose. J'ai proposé d'ailleurs, j'ai fait des conférences depuis une vingtaine d'années sur les différents triangles noirs latéraux. Malheureusement, ces conférences n'ont pas été autorisées en publication par les comités qui les ont reçues. Mais j'expliquais qu'un triangle noir latéral 2 était signe d'une classe 2, un 3 était signe en général d'une classe 3, et le triangle noir latéral de type 4 est une mauvaise position verticale. Présentation que depuis 2002, donc vous voyez, ça fait 20 ans sur lequel on écrit dessus. Donc, bien sûr qu'on voit tout de suite l'effet esthétique dans des photos de mode de ces dents qui ne remplissent pas. Donc, on se dit que le maxillaire, finalement, n'a pas un développement normal et que finalement, plus ça remplit, ça se met en place. Mais si on regarde cette photo, il y a un couvert qui dit « je suis bien dans ma peau, juste à ma taille ». Et vous voyez que l'arcade supérieure recouvre exactement la lèvre et que, enfin la lèvre, par exemple, la langue, et que finalement, il y a aussi cette notion de contenant et que si c'est trop petit, bah, la langue, même si on la réduit, elle n'arrive pas à se mettre en place et elle n'arrive pas à se développer. Donc, bien sûr, on a tout un tas d'articles scientifiques après dans les IGO en février 2005 qui montraient que quand l'arcade était trop étroite, bah, le patient était moins attractif. Donc, on a aussi cette notion d'attractivité, de beauté qui est liée à la fonction. Et je pense que je suis persuadé que tout est lié. Je suis persuadé que tous les professionnels qui composent l'orthodontie pédiatrique, et vraiment, je vous pousse à adhérer à notre société parce que c'est extraordinaire ce que j'ai vécu encore aujourd'hui et nous devons nous réunir pour aller plus loin, pour aller plus vite. Tout est lié, la fonction jusqu'à la fonction occlusale. Et d'ailleurs, là, on voit ici les axes canins prémolo-prémolaires qui s'amortissent sur la profil Christagali. Et il faut revenir à des valeurs qui sont des valeurs logiques, qui sont des valeurs physiologiques pour que la répercussion des forces se fasse. Et aujourd'hui, on voit certains même maux de tête, mal de tête, etc., qui vont se corriger. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ces forces qui se répercutent sur le crâne, vous avez aussi tous ces nerfs de la face qui sont liés. Et on comprend bien que si les forces masticatoires, les dysmorphoses, les latéraux-déviations, les manques de place, les souffrances de l'enfant dès le plus jeune âge s'organisent, les informations neuronales qui vont être derrière sont perturbées. Tout se perturbe. Donc, c'est dès le départ, il n'y a aucune raison d'attendre sauf si le patient n'est pas prêt à accepter le traitement ou il le refuse ou s'il y avait une conséquence. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison de ne pas proposer quelque chose dès qu'on a dépisté une problématique spécifique. Donc, j'avais reçu à l'époque ce petit software qu'avait créé Ackerman, qui était vraiment de père en fils, qui sont consacrés au sourire et au pose smile. Hein, d'ailleurs, le pose smile et le sourire que j'étudie. Et du coup, la deuxième photo que je vais analyser, en fait, c'est la photo de sourire où je vais commencer à regarder, à positionner. Je vais expliquer aux patients, vous voyez que là, en fait, son maxillaire est pas bien placé. Je vois déjà, moi, une endomaxillie ou alvéolite droite et gauche. Je vois déjà les axes canins prémolaires qui rentrent. Donc, mon logiciel va les former juste pour que mes praticiens, mes collaborateurs, mon équipe, on parle tous le même langage, qu'on ait les mêmes objectifs au niveau du patient. Donc, on les mesure, ça lui est écrit, ça va nous donner un diagnostic, ça va nous donner un plan de traitement. Jusqu'à un problème juste esthétique qui est le sourire gingival, mais vous allez voir que finalement, on est dans une classe 2 à tendance hyperdivergente, parce que déjà, j'ai mes triangles noirs latérales de classe 2, j'ai l'hypodéveloppement du maxillaire, j'avais laissé un tout à l'heure, j'ai déjà assez de signes cliniques qui me disent, rien que de face, quelle typologie a mon patient, quelle dysmorphose, quelle disharmonie et quelle dysfonction il est déjà en train de voir. Donc, bien sûr, je les note, je les mesure, je mets sourire gingival haut, bas, je montre, et exactement le logiciel, à partir du moment où on est dévié, où il détecte une dysmorphose, me propose un plan de traitement, puisque c'est notre métier. Quelle est notre raison d'être de métier? De dire, il y a un décalage des milieux, il y a un décalage, je fais rien, on attend. Mais ça ne s'améliore pratiquement jamais. Et là, je partage vraiment l'avis encore de Patrick tout à l'heure et de tous les conférenciers. Et réunissons-nous parce que nous partageons les mêmes valeurs. Et ces valeurs, c'est pourquoi la nature va s'arranger, alors que finalement, on ne l'aide pas, on ne lui donne pas un coup de pouce. Et c'est tellement simple et c'est tellement facile de l'aider et de la mettre en place que c'est dommage. Donc, une fois qu'on a vu ce visage de face, je vais tout de suite passer en l'occlusion. Donc, je ne suis pas encore sur le profil, on comprendra pourquoi après. Et je vais revenir à l'occlusion, puisque l'occlusion, c'est le métier de l'orthodontie pédiatrique. C'est-à-dire que l'orthodontie pédiatrique a pour mission, au niveau des assurances sociales, au niveau de tout le monde, de corriger des malocclusions. C'est l'un des buts de nos traitements. Mais l'occlusion n'est qu'une partie. Donc, ces malocclusions, où on va distinguer, nous, les classes 2 occlusales, la béance, la supracclusion, et ensuite les modifications transversales, et ben, le logiciel va aider en fait
à organiser ces données. Et une fois de plus, cette occlusion qui est physiologique et qui est quand même la partie finale de l'orthodontie, il ne faut pas attendre d'avoir des dents définitives pour la mettre en place. Ici, si on voit sur la 6, encore, je suis d'accord, il faut que la 6, dès le départ, elle soit en bonne position. Sinon, elle va s'user de mauvaise façon, elle va se positionner de mauvaise façon. Donc, le logiciel, vous mettez la position de la pointe canine en haut, en bas. Donc là, automatiquement, le logiciel va vous dire que c'est une classe 2, puisque la pointe doit être dans le creux qui est derrière. Si vous décalez la pointe, vous pouvez changer. Vous pouvez bien sûr ajuster manuellement. Vous voyez, si je vais refaire une classe 1, le logiciel vous dit directement que c'est une classe 1. Si je dépasse, c'est une classe 3. En fait, c'est une aide à faire quelque chose de logique, de physiologique qui se met en place. Donc là, ici, on voit qu'on est juste un enfant avec une classe 2 complète droite et gauche, déjà une usine des molaires. Pourquoi attendre? Donc là, ici, le logiciel a aussi prévu que des fois, les photos ne soient pas mises dans le bon ordre. Donc, on retourne sur le dossier. En fait, on prend la photo, on la redéplace automatiquement sans devoir changer. Ça nous permet de remettre la bonne photo puisque vous aviez vu qu'on n'avait pas la photo d'occlusal. Mais là, on voit les axes qui rentrent. On voit la classe 2, full classe 2, droite et gauche. C'est un diagnostic. C'est un vrai diagnostic orthodontique. Comment pouvons-nous faire un diagnostic d'une malocclusion classe de full et de dire il faut attendre? Donc, ici, on peut préciser, bien sûr, l'articulé inversé, ce qui se passe au niveau vertical, les endoalvéoli, les endognathies. Et vous voyez qu'à chaque fois que je vais écrire dans mon software la déformation qui est là, ben, je l'enregistre automatiquement. Patrice, encore une fois, le logiciel n'est pas passé. Est-ce que tu peux refaire la même manip que tout à l'heure? Ah, merci. Merci pour ton aide indispensable. Donc, je reviens. Vous voyez, en fait, en cliquant ici, vous voyez le software là. Hein. Donc là, vous voyez les points. J'ai mis la cuspide qui devait être pas dans cet endroit-là, mais décalé. Donc ça crée une classe 2. Si je décale le point ici, vous voyez, là, le logiciel va dire que c'est une classe 3, va dire que c'est une classe 1. Et je dis pas qu'on fait d'erreurs, mais l'avantage de l'informatique et de la technique, c'est de mesurer les choses et de les organiser dans la tête, d'être sûr de rien oublier. Des fois, c'est une contrainte parce que ça nous oblige en fait à agir, mais ça oblige en fait le cerveau à ne rien oublier. Parce que des fois, en fait, on va au principal, on oublie le détail, mais aujourd'hui, les exigences d'abord du patient ont changé et l'orthodontie aujourd'hui ne peut plus se consacrer uniquement qu'à l'occlusion des dents et la correction de la classe 2, des fois latérale ou du centrage des dents ou de la position verticale. Il doit intégrer toutes les dysmorphoses, les disharmonies qui d'ailleurs sont écrites, hein, parce que vous voyez ici, quand je précise, et là je vais préciser endognathie, endoalvéoli, c'est ce qui est écrit aussi sur les feuilles de sécurité sociale, c'est sur ce quoi on s'engage à devoir traiter les gens et c'est le référentiel pour tout le monde des thérapeutiques. Anatole faut-il l'organiser et le noter. Donc là, vous voyez que sur la part du logiciel en haut à droite, il va noter classe 2 à droite, classe 2 à gauche. C'était à classe 1, il mettrait classe 1 à droite, classe 2 à gauche. Et il va déjà proposer des solutions de traitement. Donc tout à l'heure, on a déjà eu l'expansion, on a eu la correction, on a eu pour le sourire gingival. Et maintenant, il va nous demander, on a dit qu'il y avait une supraocclusion, qu'est-ce que vous voulez faire pour la supraocclusion? Est-ce que vous voulez graisser les molaires? Quelles molaires? Donc, on a vu qu'on a une supraocclusion, mais on a un sourire gingival. Donc, on n'a pas trop intérêt à engraisser. On est plus dans une classe 2 et on verra que finalement, sur le visage de face, le visage était augmenté. Donc, on est sur une classe 2 qui a tendance avec une augmentation de l'étage et on n'est pas encore sur l'hyperdivergence. On va le contrôler tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour catégoriser et pour bien voir les fonctions occlusales et ne pas louper cette partie d'occlusion qui manifestement, et je vais remontrer un petit peu cette vidéo parce que du coup, je pense que vous ne l'avez pas eu. Voilà, quand je disais que la molaire et les molaires étaient importantes et que dès le départ, il faut recréer une occlusion fonctionnelle et déjà sur dent de lait. Et quand la dent de 6 ans, donc la première molaire arrive, elle doit déjà être fonctionnelle correctement. Il est invraisemblable de laisser fonctionner cette molaire de façon anormale en attendant un âge, soit pour poser un appareil ou pour que ce soit la décision du praticien. Une fois qu'un diagnostic a été fait, ce diagnostic doit forcément être suivi d'une proposition thérapeutique. Alors, bien sûr, on a fait le visage de face, le visage sourire qui intègre toutes les données. On a fait les arcades dentaires, on a fait l'occlusion dentaire. Maintenant, on va faire cette analyse des arcades
Donc là, par exemple, vous voyez, enfin, là, vous voyez juste le schéma, mais vous allez voir le frein, vous allez voir le surplomb. Donc, on va utiliser la photo occlusale, maxillaire, mandibulaire et le surplomb. Pourquoi? Parce que, comme on l'a montré, de toute façon, il faut que tout grandisse ensemble. Euh, c'est le premier cours que j'avais, et vraiment, je remercie les enseignants de l'Université de Lille, parce que des fois que vous êtes à la fac, vous ne comprenez pas trop le but de votre enseignement. J'ai beaucoup apprécié les deux enseignants ce matin, ces professeurs que j'admire. J'avoue qu'il y en a un qui m'a demandé et qui m'a donné envie de retourner. J'aurais aimé avoir ce style de professeur, et j'en ai eu à l'Université de Lille qui m'ont donné la passion de la langue, la passion de la croissance, la passion de dire d'abord regardez l'enfant et comprenez comment il se passe. Ici, j'ai juste organisé les choses pour qu'elles soient compréhensibles. Donc, je vais relancer une vidéo. Je vais juste tout de suite partager mon écran puisque on n'est pas le même. Donc ici, quand vous regardez cette arcade supérieure inférieure, donc bien sûr, je vais m'arrêter tout de suite parce que des gens vont me dire le frein lingual. Vous voyez, le frein lingual, je le vois. Mais il y a aussi la forme des arcades aujourd'hui. Si vous avez une forme d'arcade mandibulaire comme celle-ci, avec l'arcade maxillaire qui est un couvercle qui doit développer, on peut pas. On parle des fois de rotation molaire dans nos métiers. On parle de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, elles sont déjà présentes aussi sur les dents de lait. Euh, et c'est important dès le départ de trouver une harmonie. Alors, j'essaie juste de mettre sur pause, mais c'est juste devant. Ah, ouais, c'est. Ok, excusez-moi, je reviens dessus. Voilà, je reviens sur ces arcades parce que c'est important en fait. C'est-à-dire que l'orthodontie pédiatrique est vraiment, c'est le but de notre société, c'est de se concentrer d'abord sur des dents. Il y a une orthodontie après sur denture mixte, des définitives. L'orthodontie pédiatrique, c'est vraiment sur dents et avant que les dents définitives soient là. Donc là, ici, on a vraiment une disharmonie entre la forme mandibulaire maxillaire. On voit la compensation des molaires mandibulaires. On voit que le maxillaire est typé développé par rapport au maxillaire. Donc, bien sûr, sur cette photo, vous pouvez mettre s'il y a un frein lingual qui est trop développé, s'il y a une DDM, s'il y a un encombrement, s'il y a une disharmonie forme d'arcade, parce que c'est un vrai diagnostic. Donc, encore une fois, chaque diapo donne le diagnostic et en haut à droite, vous avez en fait le diagnostic qui se met en place et qui permet d'organiser et en même temps d'en déduire des plans de traitement. Et sur le logiciel, ces petites photos pour en même temps que le patient comprenne l'intérêt de ce développement, parce que je dis souvent que les patients comprennent, en fait, ils ont juste besoin de documentation parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que vous dites, mais les images leur montrent bien, surtout quand elles concernent leur enfant. Donc, même si vous comparez, ils voient sur leur enfant ces troubles. Et regardez encore le maxillaire. Pour moi, c'est une endognathie. Donc, on a ces photos aussi morphologiques qui montrent que normalement, si c'est trop bas, la langue, elle va pas, que finalement, si la langue remonte au niveau du palais, elle va permettre à ces arcades de grandir naturellement parce qu'elles ont besoin d'une stimulation pour que ça se mette en place. Et si elles grandissent, ils comprennent aussi qu'en définitive, elles vont avoir plus de place, que le maxillaire va se remettre dans sa position et que la croissance, qui est cette croissance eumorphique, va se remettre en position. Je partage aussi avec Patrick l'idée d'avoir un appui directement sur le palais, que la langue soit stimulée pour cet appareil qui vient de toucher dedans et qui est en permanence. Et bien sûr, le but, c'est de rediriger la croissance des mâchoires pour que la respiration se refasse uniquement par le nez. Ah, je ne suis pas sûr que vous ayez eu. Donc, le sourire, on l'a vu ensemble. Maintenant, regardons le profil et cette différence que je veux faire. Si on regarde le profil et l'esthétique, aujourd'hui, euh, pour moi, l'esthétique est fonctionnelle et tout est lié une fois de plus. Mais si on regarde les lignes d'esthétique qui sont prises des fois dans les magazines d'esthétique, et malheureusement, entre la ligne blanche dans 1907 qui voulait créer un birétrognatisme contre les guerres entre de races et ce qu'on appelait des profils antinégroïdes, ensuite l'injection des lèvres, de la lèvre du haut, de la lèvre du bas, on ne peut pas prendre une décision esthétique et dire qu'aujourd'hui l'orthodontie esthétique est une de ces lignes. Une de ces lignes n'est qu'une ligne. Et j'ai montré ça sur plusieurs magazines, mais je pense que le plus difficile et ce qui a perturbé l'orthodontie, c'est par exemple ici cette classification d'ISAR que j'entends encore trop souvent avec le profil transfrontal, orthofrontal, cisfrontal. Le cisfrontal, c'est une birétrognathie pour moi faciale globale. Le patient il peut ni respirer ni vivre. L'orthofrontal, ça a tendance à être une pseudo-classe 1 birétrognatisme et le transfrontal, on dirait plus une classe 2
que finalement une classe 1 morphologique. Et réellement, quand vous comparez par rapport à la littérature qui sort de l'orthodontie, mais qui est par exemple les canons grecs, ce qu'il en est, et ben on se dit que finalement, si je fais un photomontage et que j'avance encore le montant sur la photo, le profil est beaucoup plus en avant. Et le profil est beaucoup plus en avant, et vous le voyez sur les visages, en fait, sur l'harmonie des visages, vous pouvez le comparer. Nous, en fait, une nouvelle ligne qu'on a fait, qui est la ligne Be-Aesthetic Smile, vous verrez, qui est perpendiculaire au front et qu'on va intégrer dans chacune de nos photos. Et on va aussi intégrer le profil sourire, parce que vous voyez, en fait, sur cette patiente, sur lequel l'article montre en juillet 2005, au plus vous rentrez les incisives dans le profil, au plus, en fait, vous créez un profil euh, qui est non attrayant, en fait. Vous voyez qu'on parle on passe de 70% à 30% d'attrait au plus on recule. Donc, on va utiliser exactement ces données dans notre software et on va réutiliser la photo du profil sourire pour d'abord anguler la position des lèvres, enfin, voir l'angulation des dents dans le profil, qu'on va bien sûr, après, vous verrez, comparer aux téléradiographies. On va utiliser une ligne qui s'appelle la Be-Aesthetic Line, qui va permettre de dire que, vous voyez ici, on a une normoposition de la lèvre supérieure, une rétroposition de la lèvre inférieure et du menton. Si on changeait la position, vous voyez, ça crée des rétros, ça crée des protrusions. Alors, on peut, dans ce logiciel, l'adapter à chaque fois en fonction de ses envies cliniques et des fois de petits ajustages, parce que quand on regarde le patient, on n'avait pas cette notion. Et vous voyez que le logiciel permet vraiment de mesurer. En fait, c'est une sorte d'organisation architecturale qui permet de tout mettre en place. Pourquoi on a fait cette biesthétique line? Parce qu'il faut de la place. Plus on recule, moins la langue a de la place. Aujourd'hui, on travaille sur l'airway. D'ailleurs, on a créé la Société mondiale à New York avec. Et si vous regardez ça, c'est un système ventilatoire qui doit permettre derrière. Plus vous rentrez les visages. Patrice. Ah, il n'y a pas la vidéo. Ouais. Merci. Exactement. Merci d'être là. Surtout que Guillaume est quand même là depuis 8 heures ce matin. Il aura fait 10 heures de suite. On peut l'en remercier. Vous voyez ici cette photo, donc, cette ligne qui est la Be-Aesthetic Line, qui va permettre en fait de gérer la position de la lèvre du haut, l'inclinaison des incisives, la position de la lèvre du bas, la position de la lèvre du bas. Donc on va déjà faire un diagnostic morphologique. Mais une fois de plus, le but n'est pas esthétique. Le but est de trouver l'équilibre individuel de l'enfant. Bien sûr que l'équilibre, il part par la respiration, mais aussi, comme je vous disais, cet airway, c'est-à-dire le flux postérieur. Là, ici, on est à New York avec Guillaume et Patrick, et on signait cette dédicace. Et vous voyez, en fait, cet espace au postérieur de la langue qui va, si vous rentrez les arcades, vous allez contracter cet espace. Donc, on va créer des apnées, des hypodéveloppements. On va créer une souffrance chez l'être humain, en fait, qui commence chez l'enfant, qui va diminuer le couloir oropharyngé postérieur et qui va l'empêcher de fonctionner normalement. Parce que fonctionner normalement, c'est déglutir, c'est parler, c'est vivre, c'est avoir de la place. Bref, je suis bien dans ma peau, j'ai juste à ma taille. En fait, la bouche, c'est pareil, vous êtes bien dans la bouche quand elle est confortable. Et je suis persuadé que la croissance eumorphique, comme elle est déterminée, doit être individuelle et unique et doit prendre en compte les données morphologiques, les données cliniques et les mesures, puisque à la fin, nous sommes des professionnels pour lesquels nous devons faire un diagnostic médical. Et ce diagnostic doit être un repère avant, pendant, après le traitement, qu'on a aussi des obligations de correction des résultats qu'il en est. Alors, pourquoi j'ai intégré tout ça et pas que la radio de profil? Regardez sur les analyses crânio-architecturales, ce que disait Moller. Mais si vous regardez Moyer et Bockstein, ils disaient la sophrénométrie conventionnelle n'a pas de base biologique ou biométrique. Elle donne des informations fausses par fabrication de valeurs géométriques erronées. Et vous allez voir que dans ce software, bien sûr qu'il y a des mesures, mais le plus important, vous avez vu, c'est l'architecture et l'individuel. Burston disait l'analyse céphalométrique a retardé le développement de l'orthodontie en empêchant l'orthodontiste de penser. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais c'est juste de dire que finalement, vous pouvez plus juste avec une téléradiographie et des moulages faire un diagnostic de l'enfant. Et Philippe, qui était quelqu'un qui était vraiment passionné pour cette esthétique, disait il est regrettable que la méthode soit fausse dans son principe, que le constat d'anomalie qu'elle présente, c'est-à-dire son diagnostic, soit dépourvu de tout fondement. Pas totalement, puisque je fais toujours les analyses céphalométriques, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à la physiologie de l'enfant. Alors attends, Guillaume, parce que je pense que je n'ai pas la vidéo. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de très physiologique et qui va permettre en fait de
de prendre en globalité toutes les données et de ne pas se limiter à cette analyse. Donc, bien sûr, dans notre logiciel, nous utilisons les analyses et là, on retrouve la classe 2 hyperdivergente. Donc, vous voyez que l'analyse va se calculer automatiquement, mais on voit la distance du ramus qui est très courte. On voit l'angulation est ouverte, donc on est sur une classe 2 rotation postérieure qu'on avait vu déjà sur les photos du visage. Et ces radios sont juste là pour confirmer tous ces signes cliniques qu'on avait vus. Donc, on voit mieux la rétromandibulie, on voit mieux la classe 2, on voit cette petite distance et on voit que le patient est complètement verrouillé. Alors, on a créé un système de superposition pour que les parents, en fait, alors je ne suis pas sûr que tu aies la vidéo. Voilà, vous n'avez pas la vidéo. Donc, je reviens sur ces mesures. Vous voyez, la radiographie de profil, donc on prend les mesures classiques, hein, on peut prendre les mesures qu'on veut. D'ailleurs, nos softwares sont très adaptés. Je prends des mesures assez simples qui sont le FMA, la NB, SPP, mais des mesures qui sont assez classiques et qui vous nous permettent vraiment de confirmer les données. Mais surtout, je superpose toujours les photos du visage et les radiographies pour que le patient ait cette notion, en fait, non seulement de chiffres, mais d'intégration globale dans son visage et dans son fonctionnement. Et je suis sûr, je vais à la conférence masquée, que plus tard, on arrivera à gérer ça fonctionnellement. Mais cette technique est assez simple parce qu'elle prend 12 photos et 2 radiographies et elle permet à mes équipes, aux gens avec qui je travaille, puisque je ne travaille pas tout seul dans mon cabinet, j'ai des collaborateurs, que tous ensemble, on aille dans le même sens et qu'on ait le même discours avec les patients et que le patient, une fois qu'il a fini, il ressorte avec un diagnostic qui est clair, puisque vous voyez qu'ici, à chaque fois qu'on a mis les points, on a le diagnostic médical, morphologique qui se précise. Donc, bien sûr, on peut toujours l'ajuster manuellement. Hein. Je ne suis pas non plus, je fais toujours des logiciels qui sont modifiables parce que je pense que le sentiment clinique et la réalité clinique qu'il y a devant nous doit toujours prévaloir sur les chiffres qu'on a. Et vous voyez que même une fois que vous êtes sur le bilan, vous pouvez encore changer les axes, changer les points pour réajuster et pour être sûr qu'à la fin, votre patient, il est quelque chose qui corresponde vraiment à son individualité et qu'on arrive à faire un plan de traitement unique. Parce que toute ma vie d'étudiant, on m'a parlé des plans de traitement uniques, de ne pas faire que des mesures et de voir le patient en globalité. Et je pense que les analyses céphalométriques, la digitalisation du diagnostic permet d'intégrer ces analyses. D'ailleurs, j'ai créé un petit histoire avec un petit diaporama qui explique le couloir esthétique et le couloir respiratoire, et que ces deux-là, si elles sont diminuées, on va diminuer l'esthétique et la respiration, et qu'elles sont basées sur des zones qui sont assez stables, qui est essentiellement la base du crâne, qui, elle, est relativement mis en place. Alors, bien sûr, vous avez aussi la panoramique, puisque la panoramique, même si on en a pas, si on en a parlé ce matin, mais reste un document, je pense, indispensable euh, dans, euh, dans la compréhension, parce que finalement, on se rend compte que souvent, les patients qui ont des hypodéveloppements, eh bien, ils n'ont aussi pas de place pour les germes définitifs. Ils ont aussi des canines qui ont tendance à s'inclure. Moi, je peux vous dire que on a traité plus de 25 000 patients. En orthopédie pédiatrique, on a dû faire pratiquement 10 000 enfants. Tous les enfants qui ont été traités entre 3 et 5 ans, on n'a jamais eu ni de canine incluse, ni de chirurgie. Je vois des gens 25 ans après, qui ont 30 ans aujourd'hui, qu'on a commencé à 4 ans. J'ai pas de canine incluse, j'ai pratiquement pas de chirurgie. Pourquoi? Parce que c'est logique, si vous traitez la dysmorphose, la dysfonction, les arcades se mettent en place et la macroglossie, la macrodontie vraie, c'est-à-dire vraiment cette dent qui aurait une taille gigantesque par rapport à la moyenne, il y en a très, très peu, très, très peu. Et en réalité, on a souvent des macrodonties relatives par hypodéveloppement au niveau des mâchoires. Donc là, on va avoir le compte rendu pour le patient. Donc, il va recevoir un compte rendu détaillé avec toutes les analyses. Et ça nous permet aussi à nous, orthodontistes, d'un seul coup, d'avoir tout un tas d'informations parce que c'est souvent les gens, il n'y a pas que l'expérience. Il ne faut pas que seule l'expérience d'un praticien permette d'apporter la qualité d'une thérapeutique. Euh, il ne faut pas que ce soit son expérience, il faut que ce soit mesurable. Il faut que les jeunes, il faut que les gens qui commencent, il faut que les professionnels qui sont autour de l'orthodontie comprennent aussi ces dysmorphoses, ces harmonies. Et il n'y a que si c'est compréhensible par chacun et que c'est transcriptible et transmissible, que tout le monde, on pourra travailler ensemble. Et c'est ce qui se passe dans le compte-rendu, puisque une fois qu'on a fait ça, on va automatiquement créer un compte-rendu et un courrier qui va expliquer ce qui se passe au niveau morphologique, au niveau des bases osseuses,
dans les trois sens de l'espace, au niveau de l'occlusion, au niveau des arcades, au niveau des freins, au niveau des muscles, au niveau des fonctions. Et à partir de là, c'est à chacun, en fait, à chaque professionnel, à s'intégrer dans ce plan de traitement qui, pour l'instant, est le plan de traitement d'orthodontie pédiatrique pour pouvoir faire le plan de traitement. Donc là, vous voyez, je vais revenir juste un petit peu dessus. Est-ce que vous voyez vraiment mon image? Je ne suis pas sûr que vous voyez la vidéo. J'essaie juste de la repartager. Donc, Guillaume, peut-être tu vois la vidéo. Ah, voilà, je n'avais pas partagé. Mais... Oui, c'est bon. Donc là, vous voyez la vidéo. OK, donc le travail compte rendu, vous voyez, au niveau égo-dentaire, une classe 2, droite, gauche, molaire, supracclusion, endognathie, rétroposition de la foie, rétroposition du menton, classe 2 hyperdivergente, typologie hyperdivergente sur la gingivale supérieure. Et je vais rajouter à la main interposition linguale latérale et antérieure. Euh, je vais proposer comme plan de traitement, donc accélérer, déverrouiller l'occlusion, libérer la croissance, RCC, rééducation fonctionnelle avec Froggy Mouse et orthophoniste ou logopédiste, déblocage mandibulaire, parfois par ostéopathie parce que j'ai des bons résultats. Ensuite, réévaluation orthodontique. Donc là, j'ai rentré dans des surveillances au niveau administratif aussi pour réévaluer les dysmorphoses et les malocclusions et décision d'une autre étape. Enfin, s'intégrer vraiment dans un diagnostic complet. Et une fois de plus, le but réel, c'est de trouver un système qui, d'abord, pour l'équipe des cabinets, permette d'être reproductible, qui permet d'être assez précis et qui permet de tous se regrouper autour d'un diagnostic, puisque c'est un diagnostic qu'on a fait, et qu'à partir du moment où vous avez déterminé 20 points de diagnostic, comment pouvez-vous dire il faut attendre? Comment, à partir de ce moment-là, et je peux vous assurer que même moi, dans mon équipe et mes collaborateurs qui sont sûrement en ligne et que je remercie, parce que depuis des années, j'ai formé, je pense, plusieurs dizaines d'orthodontistes dans mon cabinet et je pense des milliers dans le monde aux aligneurs ou à d'autres techniques, c'est que si on veut parler pareil, d'abord, il faut qu'on ait les mêmes outils et il faut aller plus loin. On peut plus s'arrêter à la téléradiographie, au plâtre, au moulage. Il faut intégrer les photos parce que dans les photos du visage, dans les photos de profil, dans les photos de face, on voit les cernes, on voit l'absence de contact bilabial, on voit les gens qui souffrent, on voit. Et vraiment, les radiographies panoramiques nous montrent les signes, mais c'est juste vraiment des examens secondaires. Et tout ça, ça permet de communiquer entre nous et de voir l'évolution, puisqu'après, si on refait le diagnostic au bout de 6 mois, au bout d'1 an, on va voir exactement les points qu'on a améliorés, pourquoi on les a améliorés, et on va progresser, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'orthodontie pédiatrique est en place. Je pense elle est vraiment en chemin. Euh, je pense qu'elle est indispensable et que c'est l'avenir de l'orthodontie. J'en suis persuadé, comme j'étais persuadé à l'époque de nouvelles techniques et de la digitalisation en dehors des ingénieurs parce qu'elle est précise. Je suis persuadé que la précision du diagnostic et une communication claire entre le patient, l'orthodontiste et les différents intervenants qui sont autour de nous va nous permettre de progresser et une meilleure compréhension du patient parce qu'il faut aussi que le patient s'intègre dans la thérapeutique, qui s'organise avec tous ces professionnels pour comprendre qu'il y a un intérêt et je suis sûr qu'il y a un intérêt à soigner les enfants. Je suis sûr que l'orthodontie pédiatrique dépasse l'occlusion dentaire et la fonction des mâchoires. Je pense qu'elle va au-delà et qu'elle répond vraiment à une demande de santé des enfants et qu'aujourd'hui, à l'époque où on vit, on se concentre à tellement de choses, souvent à l'immobilier, à les routes, mais on parle d'écologie et l'écologie, c'est de lutter contre cette mastication molle et cette pollution qui empêche les enfants de respirer par le nez, par des allergies, des allergènes. C'est à nous à débloquer tout ça, c'est à nous de redonner un coup de pouce à la croissance. Et je pense que ce sera vraiment, et ce sera prouvé parce que j'ai vu les conférences d'aujourd'hui, je vois ce qui est en train de se passer au niveau français, au niveau mondial, puisqu'on a créé la Société mondiale d'orthodontie pédiatrique. Je vois cet engouement que vous avez tous. Je vois la motivation à travers des réseaux sociaux, à travers TikTok, à travers Instagram. Je vois que réellement, euh, tous les professionnels qui s'occupent des enfants ont besoin qu'on travaille ensemble et qu'on améliore et qu'on communique. Et voilà, ce que je voulais vous proposer, c'était une méthodologie, hein, avant un software, même si le software est disponible aujourd'hui, une méthodologie qui nous permet tous ensemble de faire avancer la santé des enfants. Alors, merci beaucoup. Merci Patrick. Merci Guillaume. Merci Baptiste qui est derrière et qui est en permanence. Demain, c'est encore une journée extraordinaire qui va commencer
sur les chapeaux roux à partir de 9h30. Je suis vraiment, c'est un plaisir d'être là. J'ai appris beaucoup et merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Ben, merci à toi, surtout Patrice, de nous avoir fait partager ta belle expérience parce que au-delà de l'outil que tu présentes, qui est un logiciel, qui est un outil en tant que tel, ce dont tu parles, et c'est beaucoup plus large, c'est une philosophie globale, celle d'une prise en charge précoce, globale et pluridisciplinaire de tous les traitements. On passe directement aux questions dessus. Patrice, tu as Sylvine Mercier qui te dit bonjour, pourquoi n'intégrez-vous pas la radiographie de face systématique pour l'évaluation de l'endognathie maxillaire et les asymétries? Alors exactement, c'est une bonne question. D'abord pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je pense que sur la photographie de face et sur la photographie de sourire, on voit tout. En fait, tout est visible, mais c'est déjà visible au niveau sémiologique. Après, l'outil radiographique est une confirmation. Et pourquoi pas la radiographie de face? C'est-à-dire que moi, comme disait Pascal ce matin, j'étais à Lille. En fait, on faisait les trois radiographies. Donc, on faisait la face et l'axiale. C'était notre base. Mais les thèses montraient qu'on avait du mal à voir les zones latérales par superposition, par écrasement des données de face. Alors maintenant, en fait, on le voit vraiment très bien avec le CONBIM. Donc moi, j'ai intégré le CONBIM dans tous mes cabinets. J'ai mon cabinet principal qui est des Bergues, à Saugedo. Après, j'ai aussi une clinique, un centre de formation à 500 mètres à côté de la gare. Dans ces deux, on a le CONBIM et je pense que c'est vraiment ça, c'est visible sur le CONBIM. Après, on est chez des enfants jeunes et j'ai bien aimé aussi le thème aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai un problème de radiothérapie avec les enfants, même si on est sur des films numériques et qu'on n'est plus sur les doses d'avant. J'ai encore, je me pose encore des questions. Honnêtement, je vais vous dire, j'aimerais bien faire juste un CONBIM low dose chez tous mes enfants. Je fais la panneau, la télégraphie parce que je fais des conférences dans le monde entier et que c'est une référence des thérapeutiques d'orthodontie, que ce soit pour la sécurité sociale, pour les administrations. Donc, je fais les documents minimums de l'administration. Mais si je pouvais, je ne ferais qu'un CONBIM et, et je ne le ferais pas. Par contre, dans les documents, puisque dans le software que vous avez vu, j'ai aussi une grosse partie de médico-légal dessus. Hein, c'est-à-dire que c'est un moyen de communication, mais c'est aussi un moyen euh, de montrer aux assurances et aux gens qu'on fait un vrai traitement et qu'on a fait un vrai diagnostic. Et voilà, c'est pour ça que l'analyse sur l'intégratoractie de face étant pas si simple finalement, même si quand on a l'habitude, et je pense que c'est pour ça qu'elle m'a posé la question, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire de la radiographie de face, se dit, mais pourquoi on ne le fait pas systématiquement? C'est pareil que pour l'axial finalement. Et l'axial est difficile parce que dans le système radiographique, il faut que le patient il lève le cou. Moi, on le faisait à l'université, mais c'était vraiment, vraiment difficile. Donc, je pense que le CONBIM, après, va améliorer tout ça. Et j'ai quand même voulu aussi une analyse qui n'est pas trop longue et trop compliquée parce que je me suis rendu compte que mes collaborateurs, les praticiens, les équipes, après, quand c'est long, le patient se lasse, tout le monde se lasse. Donc, j'essaie toujours d'être presque comme une conférence. C'est toujours ça, c'est la contrainte. Est-ce que c'est trop long, pas assez long? Donc, c'est sûr que ce serait mieux, mais, mais bon, y a pas, je vois plus beaucoup de conférences sur la radiographie de face et le CONBIM manque beaucoup d'informations. Ah, avant, d'abord, Sylvine Mercier te dit que pensez-vous de l'analyse dollérienne qui met en avant les dysfonctions? Oui, alors pour moi, en fait, si vous voulez, j'ai beaucoup vu de l'air parce que j'avais un de mes collaborateurs qui développait l'analyse. D'ailleurs, je reprochais beaucoup, c'est-à-dire que l'analyse était développée par mon collaborateur, mais il l'utilisait jamais au cabinet. Donc, je dis, c'est marrant parce que tu fais l'analyse informatique et pourquoi tu l'utilises pas? Il me dit, je dis non, en fait, c'est que la pensée de Delair est extraordinaire. Delair, c'est un génie. D'ailleurs, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a apporté à la croissance, qui a apporté au dogme et qui a changé des dogmes. Donc, je pense que la philosophie de Delair, c'est que voilà, il faut grandir, il faut pas attendre, il faut y aller. Delair et la philosophie d'orthodontie pédiatrique, c'est la même chose. Tant qu'elle analyse, elle est architecturale, elle se voit en fait. Vous le voyez dans le visage. D'ailleurs, même avec Patrick, vous voyez, quand on fait une rotation du maxillaire ou quand on met les cales molaires, l'angulation des cales molaires, on pense toujours à cette architecture de Delair. Mais Delair a vraiment fait une analyse architecturale de la face. Et cette analyse architecturale, vous la voyez à travers la ligne Biestetic Smile. Et si vraiment vous regardez sur mes photos, vous regardez les replays, je pense que si on tombe on arrivera à avoir des replays, vous verrez qu'en fait, l'analyse architecturale, elle est comprise dans les photos. Et elle est visible et facilement compréhensible. Et si tu veux mon mot de la fin, j'ai vraiment qu'un mot de la fin, c'est vive la Société française d'orthodontie pédiatrique. Rejoignez-nous, soyez avec nous. Vous avez vraiment,
je sais pas, vous avez une énergie qui est positive. Je vous assure que quand on fait de l'orthodontie pédiatrique dans son cabinet, vous avez l'impression d'être seul au monde. Je peux pas vous dire combien de patients par jour me disent, mais on m'a dit qu'il faut attendre, mais on m'a dit si. Je passe ma journée à justifier ce que je fais. Et quand vous faites ça, vous avez l'impression que vous êtes seul. Et quand vous êtes dans la SFOP, vous avez l'impression d'être un groupe. Et il y a une sorte de paradoxe entre ce qu'on vit au cabinet en tant qu'orthodontiste et ce qu'on vit à la SFOP. À la SFOP, on a l'impression qu'on est tous d'accord, donc on essaie d'affiner, d'ajuster, mais on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes idées. Dans les cabinets, c'est pas ce qui se passe. Donc, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de chacun d'entre vous pour faire avancer cette orthodontie pédiatrique. Alors, je compte sur vous. Si je peux me permettre, c'est justement parce qu'on est souvent d'accord, mais pas tous d'accord, que la SFOP est aussi intéressante, parce que on est tous d'accord sur la philosophie globale, la manière dont il faut faire la chose, mais c'est aussi le débat contradictoire sur les petits points de détail qui nourrissent encore, non pas les désaccords, mais les différences de vision et différentes expériences qui nourrissent le débat et qui permettent à la SFOP d'être une organisation qui crée du débat, et c'est vraiment ce que l'on essaye d'être. Ah, peut-être une dernière question de Blandine Panariou qui nous dit qu'il peut y avoir un problème au niveau du nombre de semestres maximal remboursés par la sécurité sociale, ce qui peut freiner les prises en charge précoces, car si on agit précocement, que plus tard à l'adolescence il faut aligner les dents, les semestres ont été utilisés. Je pense qu'il y a une chose importante, c'est effectivement de ne pas surcharger le traitement des jeunes enfants, et la sécurité sociale a prévu 3 semestres, en principe 2 et éventuellement un troisième, mais qu'il est hors de question d'utiliser pour un traitement précoce la totalité du crédit qui est alloué la prise en charge globale, et que quand il reste 3 semestres à l'âge de 12 ans pour terminer, et le côté esthétique et fonctionne, enfin surtout esthétique, c'est largement suffisant quand vous avez des maxillaires bien développés, quand vous avez des bons rapports entre l'arcade du haut et l'arcade du bas, quand vous avez des bonnes fonctions, tout ce qui reste comme crédit est largement suffisant, et il n'y aura pas donc forcément de dépassement. Donc, ne faites pas des longs traitements. Le traitement en orthodontie pédiatrique doit être court et ne doit jamais dépasser la prise en charge autorisée par la sécurité sociale. Écoute, moi personnellement, en 97, je faisais l'orthodontie pédiatrique. Comme Patrick, tout le monde pensait que c'était impossible. Et je commençais les premiers traitements. La sécurité sociale, au départ, disait, mais pourquoi? J'ai dit, écoutez, c'est simple. Il y a une dysmorphose et il faut la corriger. Et c'est écrit sur votre papier de sécurité sociale. Donc, c'est écrit classe 2, c'est pas écrit à quel âge. Et l'ANS dit que c'est plus tôt. Mais finalement, pour les semestres, et je suis d'accord avec Patrick regardez, en fait. Aujourd'hui, on déplace une dent d'1 millimètre par mois. 1 millimètre par mois, on déplace une dent. Un os en croissance, c'est plus difficile. Je dirais, je ne peux pas vous dire combien de millimètres, mais c'est beaucoup plus délicat. Si les dysmorphoses sont corrigés et qu'on déplace une dent d'1 millimètre, en 18 mois, on a 18 millimètres. 18 millimètres, c'est beaucoup. Alors, bien sûr, on les déplace une par une, c'est pas coordonné. Mais avec une nouvelle technologie, aujourd'hui, on les déplace 2 par 2, par 4 par 4. Donc, aujourd'hui, on a les moyens techniques, nous, d'aller plus vite pour l'orthodontie dentaire pure, quand toutes les dents définitives sont là. Et encore que moi, personnellement, je pense que l'orthodontie doit être finie avant que la 12 elle arrive, et que la 12 vient se caler au niveau des angles, la courbe de Speil-Wilson là où il faut, et qu'au niveau des semestres, vous pouvez prendre un semestre au départ d'orthodontie pédiatrique. Ensuite, en France, on a les surveillances, donc tous les 6 mois, on facture des surveillances, donc la France est organisée pour facturer des surveillances, et comme le dit Patrick justement, jusqu'avant que les dents définitives soient là, on a le droit à 3 semestres, et qu'en 3 semestres, on a largement de faire beaucoup de choses, et que dans ces surveillances, les professionnels qui sont autour de nous, les logopédistes, les orthophonistes, les ostéopathes, les posturologues, on va avoir Cécile Mathieu aussi qui va intervenir sur la presse archaïque, des gens qui n'arrivent pas à bouger. Je pense que tous ces professionnels vont aider le système myofonctionnel à se développer. Et comme dit Patrick, en fait, vous aurez vos semestres d'orthodontie, vous aurez l'accompagnement des professionnels qui, pendant vos surveillances, qui seront facturés, vont vous accompagner, et vous aurez une vraie thérapeutique globale avec des résultats qui vont vous réjouir. Et vous allez vivre une nouvelle orthodontie qui est agréable, qui est confortable, et vous serez satisfait. Je suis persuadé que vous serez satisfait des résultats, que ce soit au niveau clinique, que ce soit au niveau morphologique, et même au niveau des semestres. Donc, je pense que vous les adapterez très facilement.